Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 37. Les Bollonges enivrés. Comme je restais interdit, Mathia fit ce que je ne pensais pas faire. Et nous vous remercions bien, madame, dit-il. Et me poussant doucement, il me mit hors de la cuisine. En route, me dit-il, en avant, ce n'est plus seulement Arthur et madame Milligan que nous avons à rejoindre, c'est encore Lise. Et nous continuons notre course après le cygne, sans perdre de temps, ne nous arrêtant juste que ce qu'il faut pour dormir et pour gagner quelques sous. À Decize, où le canal du Nivernais débouche dans la Loire, nous demandons des nouvelles du cygne. Il a pris le canal latéral et nous suivons jusqu'à Digoin. Là, nous prenons le canal du centre jusqu'à Châlons. Puis nous descendons la Saône, depuis Châlons jusqu'à Lyon. C'est là qu'une difficulté vraiment sérieuse se présente. Le cygne a-t-il descendu le Rhône ou bien l'a-t-il remonté? En d'autres termes, madame Milligan a-t-elle été en Suisse ou dans le midi de la France? Nous questionnons les mariniers, les bateliers et tous les gens qui vivent sur les quais. Et à la fin, nous obtenons la certitude que madame Milligan a gagné la Suisse. Nous suivons donc le cours du Rhône. De la Suisse, on va en Italie, dit Mathia. En voilà encore une chance. Et courant après madame Milligan, nous arriverons à Lucca, comme Christina serait contente. Pauvre cher Mathia, il m'aide à chercher ce que j'aime, et moi je ne fais rien pour qu'il embrasse sa petite sœur. À partir de Lyon, nous gagnons sur le cygne, car le Rhône aux eaux rapides ne se remonte pas avec la même facilité que la Seine. À Culose, il n'a plus que 6 semaines d'avance sur nous. Cependant, en étudiant la carte, je doute que nous puissions le rejoindre avant la Suisse, car j'ignore que le Rhône n'est pas navigable jusqu'au lac de Genève. Nous arrivons à Seyssel et nous descendons au bord de la rivière. Quelle est ma surprise quand de loin je crois reconnaître le cygne. Nous nous mettons à courir, c'est bien sa forme, c'est bien lui. Et cependant il a l'air d'un bateau abandonné. Il est solidement amarré et tout est fermé à bord. Il n'y a plus de fleurs sur la véranda. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Arthur? Nous nous arrêtons, le cœur étouffé par l'angoisse. Mais c'est une lâcheté de rester ainsi immobile. Il faut avancer, il faut savoir. Un homme que nous interrogeons veut bien nous répondre. C'est lui qui, justement, est chargé de garder le cygne. La dame anglaise qui était sur le bateau avec ses 2 enfants, un garçon paralysé et une petite fille muette est en Suisse. Elle a abandonné son bateau parce qu'il ne pouvait pas remonter le Rhône plus loin. La dame reviendra à l'automne pour reprendre le cygne. Nous respirons. Aucune des craintes qui nous avaient assaillis n'était raisonnable. « Et où est cette dame présentement ?» demanda Mathia. « Elle est partie pour louer une maison de campagne du côté de Vevey. Mais je ne sais pas au juste où elle doit passer là l'été. En route pour Vevey. À Genève, nous achèterons une carte de la Suisse. Et 4 jours après avoir quitté Seyssel, nous arrivons aux environs de Vevey. Il est temps, nous avons 3 sous en poche et nos souliers n'ont plus de semelles. Mais Vevey n'est point un petit village comme nous l'avions tout d'abord imaginé. C'est une ville, et même plus qu'une ville ordinaire, puisqu'il s'y joint jusqu'à Villeneuve une suite de villages ou de faubourgs qui ne font qu'un avec elle. Quant à demander madame Milligan, ou tout simplement une dame anglaise accompagnée de son fils malade et d'une jeune fille muette, nous reconnaissons bien vite que cela n'est pas pratique. Vevey et les bords du lac ne sont habités que par des Anglais et des Anglaises. Le mieux est donc de chercher et de visiter nous-mêmes toutes les maisons où peuvent loger les étrangers. En réalité, cela n'est pas bien difficile.
nous n'avons qu'à jouer notre répertoire dans toutes les rues. En une journée, nous avons parcouru tout Vevey et nous avons fait une belle recette. Mais nulle part nous n'avons trouvé le moindre indice qui nous parlât de Madame Milligan. Le lendemain, c'est aux environs de Vevey que nous continuons nos recherches, allant droit devant nous au hasard des chemins, jouant devant les fenêtres des maisons qui ont une belle apparence, mais le soir nous rentrons comme déjà nous étions rentrés la veille. Ce jour-là, on nous donna deux fausses joies, en nous répondant que, sans savoir son nom, on connaissait parfaitement la dame dont nous parlions. C'était bien des dames anglaises qui habitaient le lac et la montagne, mais ce n'était point Madame Milligan. Après avoir consciencieusement visité les environs de Vevey, nous nous en éloignâmes un peu du côté de Clarens et de Montreux, fâchés du mauvais résultat de nos recherches, mais nullement découragés. Ce qui n'avait pas réussi un jour réussirait le lendemain sans doute. Un après-midi, nous donnions ainsi un concert en pleine rue. N'ayant devant nous qu'une grille pour laquelle nous chantions et derrière nous qu'un mur dont nous ne prenions pas souci, j'avais chanté à tue-tête la première strophe de ma chanson napolitaine et j'allais commencer la seconde. Quand tout à coup nous entendîmes derrière nous, au-delà de ce mur, un cri. Puis on chantait la seconde strophe faiblement et avec une voix étrange. Quelle pouvait être cette voix? Je ne la reconnaissais pas et cependant Capi donnait tous les signes d'une joie vive en sautant contre le mur. Incapable de me contenir, je m'écriai qui chante ainsi, et la voix répondit « Rémi ». Mon nom, au lieu d'une réponse, nous regardâmes interdits. Au bout du mur et par-dessus une haie basse, un mouchoir blanc voltigea au vent. Nous courûmes de ce côté. Ce fut seulement en arrivant à cette haie que nous pûmes voir la personne à laquelle appartenait le bras qui agitait ce mouchoir, Lise. Mais qui avait chanté? Ce fut la question que nous lui adressâmes en même temps. Mathia et moi, aussitôt que nous pûmes trouver une parole. Moi, dit-elle, Lise chantait, Lise parlait. Il est vrai que j'avais 1000 fois entendu dire que Lise recouvrerait la parole un jour, et très probablement sous la secousse d'une violente émotion. Mais je n'aurais pas cru que cela fût possible. Et voilà, cependant que cela s'était réalisé. Voilà qu'elle parlait, voilà que le miracle s'était accompli. Et c'était en m'entendant chanter, en me voyant revenir près d'elle, qu'elle avait éprouvé cette violente émotion. À cette pensée, je fus moi-même si fortement secoué que je fus obligé de me retenir de la main à une branche de la haie, mais ce n'était pas le moment de s'abandonner. « Où est Madame Milligan ?» dis-je. « Où est Arthur ?» Lise remua les lèvres pour répondre, mais de sa bouche ne sortirent que des sons mal articulés. Alors impatientée, elle employa le langage des mains pour s'expliquer et se faire comprendre plus vite. Comme je suivais des yeux son langage que Mathia n'entendait pas, j'aperçus au loin dans le jardin, au détour d'une allée, une petite voiture longue qu'un domestique poussait. Dans cette voiture se trouvait Arthur, allongé. Puis derrière lui venait sa mère, et je me penchai en avant pour mieux voir, et monsieur James Milligan instantanément. Je me baissai derrière la haie en disant à Mathia d'une voix précipitée d'en faire autant. Le premier mouvement d'épouvante passé, je compris que Lise devait être interdite de notre brusque disparition. Alors, me haussant un peu, je lui dis à mi-voix, « Il ne faut pas que monsieur James Milligan me voie, ne parle pas de nous. Demain matin à 9 heures, nous reviendrons à cette place. Tâche d'être seule, maintenant va-t'en. » Elle hésita. « Va-t'en, je t'en prie, ou tu me perds. » Et en courant, nous gagnâmes les vignes et qui nous cachèrent. Là, après le premier moment donné à la joie, nous pûmes causer et nous entendre. Tu sais, me dit Mathia,
que je ne suis pas du tout disposée à attendre à demain pour voir Madame Milligan. Je vais aller la voir tout de suite et lui dire tout ce que nous savons. Comme Monsieur Milligan ne m'a jamais vu, il n'y a pas de danger qu'il pense à toi et à la famille Driscoll. Il était évident qu'il y avait du bon dans ce que Mathia proposait. Je le laissai donc aller en lui donnant un rendez-vous dans un groupe de châtaigniers qui se trouvait à une courte distance. J'attendis longtemps couché sur la mousse le retour de Mathia, lorsque enfin je le vis revenir accompagné de Madame Milligan. Je courus au-devant d'elle, et, lui saisissant la main qu'elle me tendait, je la baisai. Mais elle me prit dans ses bras et se penchant vers moi, elle m'embrassait sur le front tendrement. C'était à la seconde fois qu'elle m'embrassait, mais il me sembla que la première fois, elle ne m'avait pas serré ainsi dans ses bras. « Mon enfant, dit-elle, ce que je viens d'apprendre est d'une gravité extrême pour vous, pour nous tous. Nous ne devons donc agir qu'avec prudence et après avoir consulté des personnes capables de nous guider. Mais vous devez dès aujourd'hui abandonner, vous et votre jeune ami, votre misérable existence. Dans 2 heures, vous vous présenterez à l'hôtel des Alpes, où je vais envoyer une personne sûre retenir votre logement. Ce sera là que nous nous reverrons. » De nouveau, elle m'embrassa et elle s'éloigna rapidement. « Qu'as-tu donc raconté, Madame Milligan ?» demandai-je à Mathia. Mais il évita de me répondre, ou il ne le fit que d'une façon détournée. Alors, nous parlâmes de choses indifférentes jusqu'au moment où, selon la recommandation de Madame Milligan, nous présentâmes à l'hôtel des Alpes. Le lendemain, Madame Milligan vint nous voir. Elle était accompagnée d'un tailleur et d'une lingère qui nous prirent mesure pour des habits et des chemises. Elle nous dit que Lise continuait à s'essayer de parler et que le médecin avait assuré qu'elle était maintenant guérie. Elle vint ainsi pendant 4 jours. Le 4e jour, ce fut la femme de chambre que j'avais vue autrefois sur le cygne qui vint à sa place. Elle nous dit que Madame Milligan nous attendait chez elle et qu'une voiture était à la porte de l'hôtel pour nous conduire. C'était une calèche découverte dans laquelle Mathia s'installa très noblement, comme si, depuis son enfance, il avait roulé carrosse. Capi aussi grimpa sans gêne sur un des coussins. Le trajet me parut très court. On nous fit entrer dans un salon où se trouvait Madame Milligan. Arthur étendu sur un divan et Lise. Arthur me tendit les 2 bras. Je courus à lui pour l'embrasser. J'embrassai aussi Lise, mais ce fut Madame Milligan qui m'embrassa. « Enfin, me dit-elle, l'heure est venue où vous pouvez reprendre la place qui vous appartient. » Et comme je la regardais pour lui demander l'explication de ces paroles, elle alla ouvrir une porte et je vis entrer Mère Barberin, portant dans ses bras des vêtements d'enfant, une pelisse en cachemire blanc, un bonnet de dentelle, des chaussons de tricot. Elle n'eut que le temps de poser ces objets sur une table avant que je la prisse dans mes bras. Pendant que je l'embrassais, Madame Milligan donna un ordre à un domestique et je n'entendis que le nom de Monsieur James Milligan, ce qui me fit pâlir. « Vous n'avez rien à craindre, me dit-elle doucement. Au contraire. Venez ici près de moi, mettez votre main dans la mienne. » À ce moment, la porte du salon s'ouvrit devant Monsieur James Milligan, souriant et montrant ses dents pointues. Il m'aperçut, et instantanément ce sourire fut remplacé par une grimace effrayante. Madame Milligan ne lui laissa pas le temps de parler. « Je vous ai fait appeler, dit-elle d'une voix lente qui tremblait légèrement, pour vous présenter mon fils aîné que j'ai eu enfin le bonheur de retrouver. » Elle me serra la main. « Le voici, mais vous le connaissez déjà, puisque chez l'homme qui l'avait volé, vous avez été le voir pour vous informer de sa santé. » « Que signifie, dit M. James Milligan, la figure décomposée. Cet homme, aujourd'hui en prison pour un vol commis dans une église, a fait des aveux complets.
Voici une lettre qui le constate. Il a dit comment il avait volé cet enfant, comment il l'avait abandonné à Paris, venu de Breteuil, enfin comment il avait pris ses précautions en coupant les marques du linge de l'enfant pour qu'on ne le découvrit pas. Voulez-vous voir cette lettre? Voulez-vous voir ce linge? Monsieur James Milligan resta un moment immobile, se demandant bien certainement s'il n'allait pas nous étrangler tous. Puis il se dirigea vers la porte, mais prêt à sortir, il se retourna. « Nous verrons, dit-il, ce que les tribunaux en penseront. » Sans se troubler, Madame Milligan, maintenant je peux dire ma mère, répondit. « Vous pouvez nous appeler devant les tribunaux, moi je n'y conduirai pas celui qui a été le frère de mon mari. » La porte se referma sur mon oncle, alors je pus me jeter dans les bras de ma mère, que ma mère me tendait et l'embrassait pour la première fois, en même temps qu'elle m'embrassait elle-même. Quand notre émotion se fut un peu calmée, Mathias s'approcha. « Veux-tu répéter à ta maman que j'ai bien gardé son secret, dit-il. Tu savais donc tout, dis-je. Ce fut ma mère qui répondit. Quand Mathias m'eut fait son récit, je lui recommandai le silence. Car si j'avais la conviction que le pauvre petit Rémi était mon fils, il me fallait des preuves certaines que l'erreur n'était pas possible. Quelle douleur pour vous, mon cher enfant, si après vous avoir embrassé comme mon fils, j'étais venu vous dire que nous nous étions trompés. Ces preuves, nous les avons, et c'est pour jamais maintenant que nous sommes réunis. C'est pour jamais que vous vivrez avec votre mère, votre frère. Elle montra Lise ainsi que Mathia, et ceux qui vous ont aimé malheureux. Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 37. Les Bollonges endivrés. Comme je restais interdit, Mathia fit ce que je ne pensais pas faire. Et nous vous remercions bien, madame, dit-il. Et me poussant doucement, il me mit hors de la cuisine. En route, me dit-il, en avant, ce n'est plus seulement Arthur et madame Milligan que nous avons à rejoindre, c'est encore Lise. Et nous continuons notre course après le cygne, sans perdre de temps, ne nous arrêtant juste que ce qu'il faut pour dormir et pour gagner quelques sous. À Decize, où le canal du Nivernais débouche dans la Loire, nous demandons des nouvelles du cygne. Il a pris le canal latéral et nous suivons jusqu'à Digoin. Là, nous prenons le canal du centre jusqu'à Châlons. Puis nous descendons la Saône, depuis Châlons jusqu'à Lyon. C'est là qu'une difficulté vraiment sérieuse se présente. Le cygne a-t-il descendu le Rhône ou bien l'a-t-il remonté? En d'autres termes, Madame Milligan a-t-elle été en Suisse ou dans le midi de la France? Nous questionnons les mariniers, les bateliers et tous les gens qui vivent sur les quais. Et à la fin, nous obtenons la certitude que Madame Milligan a gagné la Suisse. Nous suivons donc le cours du Rhône. De la Suisse, on va en Italie, dit Mathia. En voilà encore une chance. Et courant après Madame Milligan, nous arriverons à Lucca, comme Christina serait contente. Pauvre cher Mathia, il m'aide à chercher ce que j'aime, et moi je ne fais rien pour qu'il embrasse sa petite sœur. À partir de Lyon, nous gagnons sur le cygne, car le Rhône aux eaux rapides ne se remonte pas avec la même facilité que la Seine. À Culose, il n'a plus que 6 semaines d'avance sur nous. Cependant, en étudiant la carte, je doute que nous puissions le rejoindre avant la Suisse, car j'ignore que le Rhône n'est pas navigable jusqu'au lac de Genève. Nous arrivons à Seyssel et nous descendons au bord de la rivière. Quelle est ma surprise quand de loin je crois reconnaître le cygne. Nous nous mettons à courir, c'est bien sa forme, c'est bien lui.
et cependant il a l'air d'un bateau abandonné. Il est solidement amarré et tout est fermé à bord. Il n'y a plus de fleurs sur la véranda. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Arthur? Nous nous arrêtons, le cœur étouffé par l'angoisse. Mais c'est une lâcheté de rester ainsi immobile. Il faut avancer, il faut savoir. Un homme que nous interrogeons veut bien nous répondre. C'est lui qui, justement, est chargé de garder le cygne. La dame anglaise qui était sur le bateau avec ses 2 enfants, un garçon paralysé et une petite fille muette, est en Suisse. Elle a abandonné son bateau parce qu'il ne pouvait pas remonter le Rhône plus loin. La dame reviendra à l'automne pour reprendre le cygne. Nous respirons. Aucune des craintes qui nous avaient assaillis n'était raisonnable. « Et où est cette dame présentement ?» demanda Mathia. « Elle est partie pour louer une maison de campagne du côté de Vevey. Mais je ne sais pas au juste où elle doit passer là l'été. En route pour Vevey. À Genève, nous achèterons une carte de la Suisse. Et 4 jours après avoir quitté ces salles, nous arrivons aux environs de Vevey. Il est temps, nous avons 3 sous en poche et nos souliers n'ont plus 2 semelles. Mais Vevey n'est point un petit village comme nous l'avions tout d'abord imaginé. C'est une ville, et même plus qu'une ville ordinaire, puisqu'il s'y joint jusqu'à Villeneuve une suite de villages ou de faubourgs qui ne font qu'un avec elle. Quant à demander Madame Milligan, ou tout simplement une dame anglaise accompagnée de son fils malade et d'une jeune fille muette, nous reconnaissons bien vite que cela n'est pas pratique. Vevey et les bords du lac ne sont habités que par des Anglais et des Anglaises. Le mieux est donc de chercher et de visiter nous-mêmes toutes les maisons où peuvent loger les étrangers. En réalité, cela n'est pas bien difficile. Nous n'avons qu'à jouer notre répertoire dans toutes les rues. En une journée, nous avons parcouru tout Vevey et nous avons fait une belle recette. Mais nulle part nous n'avons trouvé le moindre indice qui nous parlât de Madame Milligan. Le lendemain, c'est aux environs de Vevey que nous continuons nos recherches, allant droit devant nous au hasard des chemins, jouant devant les fenêtres des maisons qui ont une belle apparence, mais le soir nous rentrons comme déjà nous étions rentrés la veille. Ce jour-là, on nous donna 2 fausses joies, en nous répondant que, sans savoir son nom, on connaissait parfaitement la dame dont nous parlions. C'était bien des dames anglaises qui habitaient le lac et la montagne, mais ce n'était point Madame Milligan. Après avoir consciencieusement visité les environs de Vevey, nous nous en éloignâmes un peu du côté de Clarens et de Montreux, fâchés du mauvais résultat de nos recherches, mais nullement découragés. Ce qui n'avait pas réussi un jour réussirait le lendemain sans doute. Un après-midi, nous donnions ainsi un concert en pleine rue. N'ayant devant nous qu'une grille pour laquelle nous chantions et derrière nous qu'un mur dont nous ne prenions pas souci, j'avais chanté à tue-tête la première strophe de ma chanson napolitaine et j'allais commencer la seconde. Quand tout à coup nous entendîmes derrière nous, au-delà de ce mur, un cri. Puis on chantait la seconde strophe faiblement et avec une voix étrange. Quelle pouvait être cette voix? Je ne la reconnaissais pas et cependant Capi donnait tous les signes d'une joie vive en sautant contre le mur. Incapable de me contenir, je m'écriai qui chante ainsi, et la voix répondit « Rémi ». Mon nom, au lieu d'une réponse, nous regardâmes interdits. Au bout du mur et par-dessus une haie basse, un mouchoir blanc voltigea au vent. Nous courûmes de ce côté. Ce fut seulement en arrivant à cette haie que nous pûmes voir la personne à laquelle appartenait le bras qui agitait ce mouchoir. Lise. Mais qui avait chanté? Ce fut la question que nous lui adressâmes en même temps. Mathia et moi, aussitôt que nous pûmes trouver une parole. Moi, dit-elle, Lise chanter, Lise parler.
Il est vrai que j'avais 1000 fois entendu dire que Lise recouvrerait la parole un jour, et très probablement sous la secousse d'une violente émotion. Mais je n'aurais pas cru que cela fût possible. Et voilà, cependant que cela s'était réalisé. Voilà qu'elle parlait, voilà que le miracle s'était accompli. Et c'était en m'entendant chanter, en me voyant revenir près d'elle, qu'elle avait éprouvé cette violente émotion. À cette pensée, je fus moi-même si fortement secouée que je fus obligée de me retenir de la main à une branche de la haie. Mais ce n'était pas le moment de s'abandonner. « Où est Madame Milligan ?» dis-je. « Où est Arthur ?» Lise remua les lèvres pour répondre, mais de sa bouche ne sortirent que des sons mal articulés. Alors impatientée, elle employa le langage des mains pour s'expliquer et se faire comprendre plus vite. Comme je suivais des yeux son langage, que Mathia n'entendait pas, j'aperçus au loin, dans le jardin, au détour d'une allée, une petite voiture longue qu'un domestique poussait. Dans cette voiture se trouvait Arthur, allongé. Puis, derrière lui, venait sa mère, et je me penchai en avant pour mieux voir. Et M. James Milligan, instantanément. Je me baissai derrière la haie en disant à Mathia d'une voix précipitée d'en faire autant. Le premier mouvement d'épouvante passé, je compris que Lise devait être interdite de notre brusque disparition. Alors, me haussant un peu, je lui dis à mi-voix, « Il ne faut pas que Monsieur James Milligan me voie, ne parle pas de nous. Demain matin à 9 heures, nous reviendrons à cette place. Tâche d'être seule, maintenant va-t'en. » Elle hésita. « Va-t'en, je t'en prie, ou tu me perds. » Et en courant, nous gagnâmes les vignes et qui nous cachèrent. Là, après le premier moment donné à la joie, nous pûmes causer et nous entendre. « Tu sais, me dit Mathia, que je ne suis pas du tout disposée à attendre à demain pour voir Madame Milligan. Je vais aller la voir tout de suite et lui dire tout ce que nous savons. Comme Monsieur Milligan ne m'a jamais vue, il n'y a pas de danger qu'il pense à toi et à la famille Driscoll. » Il était évident qu'il y avait du bon dans ce que Mathia proposait. Je le laissai donc aller en lui donnant un rendez-vous dans un groupe de châtaigniers qui se trouvait à une courte distance. J'attendis longtemps couché sur la mousse le retour de Mathia, lorsque enfin je le vis revenir accompagné de Madame Milligan. Je courus au-devant d'elle, et, lui saisissant la main qu'elle me tendait, je la baisai. Mais elle me prit dans ses bras et se penchant vers moi, elle m'embrassait sur le front tendrement. C'était à la seconde fois qu'elle m'embrassait, mais il me sembla que la première fois, elle ne m'avait pas serré ainsi dans ses bras. « Mon enfant, dit-elle, ce que je viens d'apprendre est d'une gravité extrême pour vous, pour nous tous. Nous ne devons donc agir qu'avec prudence et après avoir consulté des personnes capables de nous guider. Mais vous devez dès aujourd'hui abandonner, vous et votre jeune ami, votre misérable existence. Dans 2 heures, vous vous présenterez à l'hôtel des Alpes, où je vais envoyer une personne sûre retenir votre logement. Ce sera là que nous nous reverrons. » De nouveau, elle m'embrassa et elle s'éloigna rapidement. « Qu'as-tu donc raconté, Madame Milligan ?» demandai-je à Mathia. Mais il évita de me répondre, ou il ne le fit que d'une façon détournée. Alors, nous parlâmes de choses indifférentes jusqu'au moment où, selon la recommandation de Madame Milligan, nous présentâmes à l'hôtel des Alpes. Le lendemain, Madame Milligan vint nous voir. Elle était accompagnée d'un tailleur et d'une lingère qui nous prirent mesure pour des habits et des chemises. Elle nous dit que Lise continuait à s'essayer de parler et que le médecin avait assuré qu'elle était maintenant guérie. Elle vint ainsi pendant 4 jours. Le 4e jour, ce fut la femme de chambre que j'avais vue autrefois sur le cygne qui vint à sa place. Elle nous dit que Madame Milligan nous attendait chez elle et qu'une voiture était à la porte de l'hôtel pour nous conduire. C'était une calèche découverte dans laquelle Mathia s'installa,
très noblement, comme si, depuis son enfance, il avait roulé carrosse. Capi aussi grimpa sans gêne sur un des coussins. Le trajet me parut très court. On nous fit entrer dans un salon où se trouvait Madame Milligan. Arthur étendu sur un divan et Élise. Arthur me tendit les deux bras. Je courus à lui pour l'embrasser. J'embrassai aussi Élise, mais ce fut Madame Milligan qui m'embrassa. « Enfin, me dit-elle, l'heure est venue où vous pouvez reprendre la place qui vous appartient. » Et comme je la regardais pour lui demander l'explication de ces paroles, elle alla ouvrir une porte et je vis entrer Mère Barberin, portant dans ses bras des vêtements d'enfant, une pelisse en cachemire blanc, un bonnet de dentelle, des chaussons de tricot. Elle n'eut que le temps de poser ces objets sur une table avant que je la prisse dans mes bras. Pendant que je l'embrassais, Madame Milligan donna un ordre à un domestique et je n'entendis que le nom de Monsieur James Milligan, ce qui me fit pâlir. « Vous n'avez rien à craindre, me dit-elle doucement. Au contraire. Venez ici près de moi, mettez votre main dans la mienne. » À ce moment, la porte du salon s'ouvrit devant Monsieur James Milligan, souriant et montrant ses dents pointues. Il m'aperçut, et instantanément ce sourire fut remplacé par une grimace effrayante. Madame Milligan ne lui laissa pas le temps de parler. « Je vous ai fait appeler, dit-elle d'une voix lente qui tremblait légèrement, pour vous présenter mon fils aîné que j'ai eu enfin le bonheur de retrouver. » Elle me serra la main. « Le voici, mais vous le connaissez déjà, puisque chez l'homme qui l'avait volé, vous avez été le voir pour vous informer de sa santé. » « Que signifie, dit M. James Milligan, la figure décomposée. Cet homme, aujourd'hui en prison pour un vol commis dans une église, a fait des aveux complets. Voici une lettre qui le constate. Il a dit comment il avait volé cet enfant, comment il l'avait abandonné à Paris, avenue de Breteuil, enfin comment il avait pris ses précautions en coupant les marques du linge de l'enfant pour qu'on ne le découvrit pas. Voulez-vous voir cette lettre? Voulez-vous voir ce linge? Monsieur James Milligan resta un moment immobile, se demandant bien certainement s'il n'allait pas nous étrangler tous. Puis il se dirigea vers la porte, mais prêt à sortir, il se retourna. « Nous verrons, dit-il, ce que les tribunaux en penseront. » Sans se troubler, Madame Milligan, maintenant je peux dire ma mère, répondit. Vous pouvez nous appeler devant les tribunaux, moi je n'y conduirai pas celui qui a été le frère de mon mari. La porte se referma sur mon oncle, alors je pus me jeter dans les bras de ma mère, que ma mère me tendait et l'embrassait pour la première fois, en même temps qu'elle m'embrassait elle-même. Quand notre émotion se fut un peu calmée, Mathias s'approcha. « Veux-tu répéter à ta maman que j'ai bien gardé son secret, dit-il. Tu savais donc tout, dis-je. Ce fut ma mère qui répondit. Quand Mathias m'eut fait son récit, je lui recommandai le silence. Car si j'avais la conviction que le pauvre petit Rémi était mon fils, il me fallait des preuves certaines que l'erreur n'était pas possible. Quelle douleur pour vous, mon cher enfant, si après vous avoir embrassé comme mon fils, j'étais venu vous dire que nous nous étions trompés. Ces preuves, nous les avons, et c'est pour jamais maintenant que nous sommes réunis. C'est pour jamais que vous vivrez avec votre mère, votre frère. Elle montra Lise ainsi que Mathias, et ceux qui vous ont aimé malheureux.